Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage, ou de unboxing, comme disent les Américains. Et comme le thème de la chaîne c'est la santé, nous on va déballer des médicaments. Et on commence tout de suite avec cette boîte de Xeloda. Xeloda chimiothérapie par voie orale, qui a l'autorisation de mise sur le marché, entre autres, dans l'indication traitement des cancers du sein localement avancés ou métastatiques, après échec d'une thérapie par taxane et par anthracycline. Cette boîte vaut 322 € et elle est remboursée à 100% par l'assurance maladie. On continue avec du bromazépam, comprimé à 6 mg, qui a l'AMM dans l'indication prévention du délirium très mince ou en traitement des manifestations anxieuses sévères de l'adulte. Cette boîte vaut 1,7 € et elle est remboursée à 65% par l'assurance maladie. On continue avec du métoclopramide, qui a l'AMM dans l'indication des traitements symptomatiques des nausées et des vomissements. Cette boîte coûte 2,3 € et elle est remboursée à 30% par l'assurance maladie. Et on finit avec du Malox, qui a l'AMM dans l'indication brûlure gastrique. Cette boîte vaut, je ne sais pas, et c'est pas remboursé par l'assurance maladie. 100%, 65%, 30%, 0%. Vous voyez que tous les médicaments ne sont pas remboursés au même taux. Et pour les prix, c'est pareil. Les prix sont extrêmement variables. Alors, qui décide du prix des médicaments et de leur taux de remboursement? Et sur quels critères? Pour pouvoir mettre son médicament sur le marché, un vendeur a besoin d'une autorisation. Une autorisation de mise sur le marché, une AMM. Mais un médicament peut être extrêmement efficace pour traiter une pathologie ou un symptôme donné, et pas du tout pour une autre. Si tu me demandes si la chimiothérapie est efficace, je vais te répondre, ça dépend sur quoi. Sur certains cancers, certainement. Sur la colique du nourrisson, certainement pas. Un traitement peut être très efficace sur une maladie et pas du tout sur une autre. Le symptôme ou la pathologie pour laquelle le médicament est censé être efficace est appelée indication. Et cette indication est définie de façon très précise. Le Sapinus vous aide à restaurer votre énergie et à retrouver votre équilibre intérieur pour booster votre bien-être. Ça, c'est pas une indication. Traitement du cancer du sein métastatique ou localement avancé après échec d'une thérapie par taxane et par anthracycline ou en cas de contre-indication anthracycline. Ça, c'est une indication. Pour obtenir son autorisation de mise sur le marché français, un vendeur de médicaments va aller voir l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM. Pour décider si elle délivre ou non son AMM, l'ANSM va évaluer plusieurs critères, des critères de conformité, de sécurité, etc. Mais surtout, elle va évaluer le rapport bénéfice-risque. Un médicament est autorisé à être mis sur le marché à partir du moment où ses bénéfices dépassent ses risques. C'est-à-dire que cette phrase qu'on entend souvent dans la bouche de gens peu informés, ou en tout cas non abonnés à Medifact, toutes ces saloperies chimiques de l'industrie pharmaceutique sont responsables de plusieurs milliers de morts par an, est parfaitement vrai. Un médicament, même responsable d'effets secondaires absolument terribles, même potentiellement responsable de mort, peut tout à fait être autorisé à être mis sur le marché, à partir du moment où on estime que ses bénéfices dépassent ses risques. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas d'un médicament qui causerait des morts, à condition qu'il sauve plus de vies qu'il ne cause de morts. A l'inverse, un médicament qui n'aurait aucune efficacité thérapeutique propre, mais qui n'aurait non plus pas d'effets secondaires, comme des Haribo ou des Smarties par exemple, pourrait tout à fait être autorisé à être mis sur le marché. Un médicament a donc une autorisation de mise sur le marché pour traiter une indication précise. Mais un médecin peut tout à fait choisir de prescrire ce médicament pour traiter autre chose que son indication d'AMM. Mais ça a des conséquences. Des conséquences pour le médecin d'abord, qui, s'il prescrit un médicament hors AMM, s'expose sur le plan légal. Il prend des risques médico-légaux. Et prendre des risques médico-légaux, on n'aime pas trop ça, de moins en moins. On en reparlera. Et puis des conséquences pour le patient aussi, qui ne sera en théorie pas remboursé de son médicament. En théorie. Parce qu'en théorie, quand le médecin prescrit un médicament pour traiter autre chose que son indication d'AMM, il doit porter sur l'ordonnance la mention hors AMM non remboursable. En théorie. Sauf qu'en pratique, il ne le fait pas. Ne regarde pas comme ça, je sais très bien que tu ne le fais pas. Moi non plus d'ailleurs, je ne le fais pas. Donc l'assurance maladie ne sait pas dans quelle indication est prescrit le médicament. Donc dans le doute, elle rembourse. Ces barrières à la prescription médicale hors AMM peuvent avoir un intérêt. Par exemple dans le cadre du Mediator. Le Mediator, c'est un médicament qui n'avait d'indication que dans la population des sujets diabétiques. Mais il a été très largement prescrit par les médecins comme simple coupe-faim chez plein de gens qui n'étaient absolument pas diabétiques. Donc en dehors de ces indications d'AMM. Si les médecins étaient restés dans la stricte observance de ces indications d'AMM, le Mediator aurait été beaucoup moins prescrit. Et il aurait donc fait beaucoup moins de dégâts. Mais ces barrières à la prescription uniquement dans le cadre des indications d'AMM peuvent aussi avoir des inconvénients. Par exemple, dans le cadre d'un médicament qu'on appelle le Cytotec.
Le Cytotec, c'est un médicament qui n'a d'AMM que pour traiter l'ulcère de l'estomac, l'ulcère gastrique. Mais depuis, on a trouvé des médicaments beaucoup plus efficaces que ce Cytotec pour traiter les ulcères de l'estomac. Et aujourd'hui, plus aucun médecin n'utilise le Cytotec pour traiter les ulcères gastriques. On s'est en revanche rendu compte que le Cytotec était très efficace pour induire des contractions de l'utérus, donc des interruptions volontaires de grossesse, des IVG. Le Cytotec a donc été très largement prescrit par les médecins en dehors de son indication d'AMM pour induire des IVG, jusqu'à récemment. Oui, bonjour, c'est Jean-Michel de l'ANSM. J'aimerais parler à monsieur Jean-Claude Pfizer concernant son médicament le Cytotec. Et qu'est-ce que vous le voulez, Jean-Claude ? Le Cytotec, nous on n'est pas cons, hein. On sait bien que les médecins ils le prescrivent pas pour l'ulcère de l'estomac, ils le prescrivent pour les IVG. Mais vous n'avez pas l'AMM pour les IVG, alors c'est pas bien, alors faut en demander une s'il vous plaît. Jean-Claude, il y a les blaireaux de la NSM là, qui viennent nous rappeler les noix parce que je sais pas quoi, on n'aurait pas l'AMM dans le Cytotec pour l'IVG ou je sais pas quoi là, on fait quoi ? Je vous entends en fait, parce que je suis au téléphone là, donc je vous entends. Ouais, attends, 2 minutes s'il te plaît, 2 minutes. Qu'est-ce qu'on fait ? Il nous rapporte combien le Cyto machin chose là ? Que dalle. Bah alors on arrête de le vendre. Pourquoi qu'on s'emmerderait à vendre un truc qui nous rapporte que dalle ? Ah ouais, c'est vrai, c'est pas con ça. Ouais, de toute façon, c'est même pas grave que vous ne demandiez pas l'AMM, parce que des médicaments qui ont l'AMM pour les IVG, il y en a des autres d'abord. Et c'est vrai, il en existe 2 qui sont exactement la même chose que le Cytotec, la même molécule, du misoprostol, qui sont 25,7 fois plus chers. Une fois que le vendeur a obtenu son autorisation de mise sur le marché, 2 possibilités s'offrent à lui. Soit il décide qu'il veut commercialiser son médicament directement, sans en demander le remboursement par l'assurance maladie. Il peut alors le mettre sur le marché directement, au prix qu'il veut. Soit il veut que son médicament soit remboursé par l'assurance maladie. Il va alors passer devant une 2e commission, la commission de transparence. La commission de transparence va évaluer le service médical rendu du médicament dans son indication, le SMR. Alors, il y a plusieurs critères pour définir le SMR. Vous pourrez trouver les détails dans le texte de la vidéo. Le texte de la vidéo, comme d'habitude, se trouve dans un lien de la description. Mais en gros, le service médical rendu d'un médicament donné dans une indication donnée, c'est l'utilité de ce médicament pour traiter cette indication. Par exemple, un médicament qui serait extrêmement efficace pour traiter une maladie très grave aurait un service médical rendu important. A l'inverse, un médicament qui serait extrêmement peu efficace pour traiter une maladie extrêmement peu grave aurait un service médical rendu faible. À chaque couple médicament-indication, la commission de transparence va attribuer un de ces 4 services médicaux rendus: important, modéré, faible ou insuffisant inévaluable. Insuffisant et inévaluable sont mis ensemble, puisque vous vous souvenez, pour affirmer quelque chose, il faut le prouver. Si le service médical rendu est inévaluable, faute de preuves scientifiques, c'est comme s'il était nul. On le classe donc avec les insuffisants. Un médicament dont on ne peut pas prouver l'efficacité a un service médical rendu inévaluable, donc nul. Ce qui signifie qu'un même médicament peut avoir des SMR différents pour différentes indications. Par exemple, le Valium a un service médical rendu important dans l'indication traitement des urgences convulsives de l'enfant, mais faible dans l'indication prémédication des anesthésies. Le dossier va ensuite passer entre les mains du ministère de la Santé, et c'est lui qui décide si oui ou non il accorde le remboursement. Si le ministère accorde le remboursement, le dossier va ensuite passer entre les mains du directeur de l'INCAM, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et c'est lui qui décide du taux de remboursement. Le taux de remboursement est conditionné au service médical rendu, selon une correspondance assez simple. Un médicament avec un service médical rendu important sera remboursé à 100 ou à 65%. Si son SMR est modéré, il est remboursé à 30%. Si son SMR est faible, il est remboursé à 15%. Et si son SMR est insuffisant ou inévaluable, il n'est en théorie pas remboursé. En théorie. Parce qu'en pratique, c'est le directeur de l'INCAM qui décide. Donc il pourrait tout à fait décider de faire autrement. Ah, la rumeur est le plus vieux média du monde, tu sais. Allez, t'inquiète pas, je m'en occupe. Ouais, je la bise à sceller aux enfants. Ciao. Pardon, un vieux camarade de l'ENA. Alors, ce SMR. Bon, on a évalué le service médical rendu du médicament dans l'indication et on a considéré que, faute de preuves, il était parfaitement inévaluable. Du coup, il ne faut pas le rembourser. Au-dessus des citoyens s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, régulier, détaillé, prévoyant et doux.
Il aime à ce que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir, et ne cherche qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Ah. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre? Ok. Vous n'avez pas reconnu? Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, le texte fondateur d'un génie visionnaire. Où est-ce que vous avez fait vos lettres, mon vieux? C'est-à-dire que moi j'ai plutôt une formation scientifique au départ, alors... Je sais. Allez, laissez-moi votre petit rapport là. Je le lirai avec attention et je ne manquerai pas de vous faire part de ma décision. Alors, est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il existe des médicaments dont le taux de remboursement est en inadéquation avec leur service médical rendu? Pour le savoir, nous avons téléchargé la base de données publique du médicament. Comme son nom l'indique, cette base de données est publique et tout le monde peut aller la consulter ou la télécharger. Je vous ai mis un lien dans la description. On a ensuite regardé les services médicaux rendus des différentes spécialités contenues dans cette base et on les a croisés avec les taux de remboursement pour voir la concordance. Et voilà ce qu'on trouve. On voit que, en gros, la logique est respectée. Les médicaments avec un SMR important sont plutôt remboursés à 65 ou 100%, etc., etc. Mais il y a quand même 2-3 choses qui étonnent dans le tableau. La première, ce sont ces 817 spécialités qui ont un service médical rendu important et qui ne sont pourtant pas remboursées. Petit point sémantique. En médecine, on distingue ce qu'on appelle la ville des établissements de santé. Les établissements de santé, en gros, c'est les cliniques et les hôpitaux. Et la ville, en gros, c'est ce qui n'est pas les cliniques et les hôpitaux. La ville, c'est par exemple le cabinet du médecin dans votre rue ou la pharmacie au carrefour d'à côté. Ces 817 spécialités médicales sont des médicaments qui sont destinés quasiment exclusivement à l'usage des établissements de santé. Il faut savoir que les établissements de santé achètent des médicaments pour traiter les patients qu'ils hébergent, mais ils ne se font pas rembourser de ces médicaments qu'ils achètent. À partir du moment où un médicament est destiné à l'usage exclusif de ces établissements de santé, on n'a pas besoin de leur définir de taux de remboursement, puisque de toute façon, les établissements ne se feront pas rembourser. Ces 817 spécialités sont donc des médicaments destinés à l'usage hospitalier. La deuxième chose qui étonne, ce sont ces 2111 spécialités, dont le service médical rendu n'est pas défini et qui sont pourtant remboursées à 65%. En réalité, il s'agit très majoritairement de médicaments génériques. Les génériques sont exactement la même chose que le médicament dont ils dérivent, qu'on appelle la molécule princeps. À partir du moment où c'est exactement la même chose, on ne va pas s'emmerder à redéfinir un SMR. On leur accorde le même taux de remboursement que la molécule dont ils dérivent. Ces 2071 spécialités sont donc très majoritairement des génériques de médicaments eux-mêmes remboursés à 65%. Le dernier chiffre à prendre en compte, ce sont ces 1001 médicaments qui n'ont ni taux de remboursement ni service médical rendu. Rappelez-vous le début de la vidéo, il s'agit tout simplement de médicaments dont le vendeur n'a pas souhaité obtenir le remboursement. Ils n'ont donc ni taux de remboursement ni service médical rendu. En théorie, le prix d'un médicament dépend de critères objectifs, comme son volume prévisionnel de vente, son coût de développement, son service médical rendu et son amélioration par rapport aux autres spécialités déjà sur le marché pour traiter la même indication, etc. Mais en pratique, il s'agit d'abord et avant tout d'une négociation. Une négociation entre le vendeur du médicament d'un côté et le Comité économique des produits de santé de l'autre, le CEPS. Les deux parties en présence ont très intérêt à trouver un accord sur le prix. Côté vendeur d'abord, puisque si un accord n'est pas trouvé, le médicament ne sera pas remboursé, et donc le vendeur va en vendre beaucoup moins. Côté CEPS de l'autre, puisque si l'accord n'est pas trouvé, le médicament n'est pas remboursé, ce qui va priver une partie de la population d'un médicament dont il pourrait tirer bénéfice. Les deux parties en présence ont donc très intérêt à trouver un accord sur le prix. Et cet accord sur le prix peut être assorti de toutes sortes de clauses, dont certaines n'ont absolument rien à voir avec la science, la santé ou la médecine. 140 €. 40. On peut pas, sur 500 molécules testées en préclinique, seulement une va arriver sur le marché, 10 à 15 ans plus tard. On est obligé de reporter tous ces coûts de recherche et développement des molécules qui ont échoué sur les rares molécules qui arrivent sur le marché. Ou alors, on arrête la recherche et l'innovation. C'est ça que vous voulez? Ça va, on le connaît par cœur cet argument, ça fait 1000 fois que vous nous le sortez. La vérité, c'est que l'année dernière, sur vos 35 milliards de chiffre d'affaires, vous avez redistribué 3,7 milliards de dividendes. Ça fait plus de 10% de rentabilité. Ça va, vous bouffez bien les gars. Alors venez pas nous la jouer Cosette non plus. 100 €, renégociation du prix des deux précédents médicaments et vous renoncez à votre délocalisation de la production en Espagne. Vous produisez Made in France. Non, si on continue à produire en France, on va devenir non compétitif avec les autres laboratoires et on va couler. Je suis désolé, je peux rien faire pour l'Espagne. Ok, bah si vous aimez tant l'Espagne, vous avez qu'à négocier votre prix avec eux alors. Bon, ok, 120 € Made in France. 100 €. Vous savez que les Américains, ils nous l'achètent 280 ce médicament. Le système de santé américain a un rapport coût-efficacité absolument déplorable.
Et puis je vous rappelle que les mecs ont élu Trump comme président quand même. Bon, ok, c'est pas tous des génies les mecs, mais les Allemands. Les Allemands, ils nous le prennent à 140. Les Allemands ont un PIB par habitant de 15% supérieur au nôtre, et une dette publique ridiculement basse par rapport à la nôtre. Ou alors c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être nous qui avons une dette publique ridiculement haute par rapport à la leur. Enfin peu importe. En tout cas, le fait est qu'on ne peut pas s'aligner sur l'Allemagne. Et qui est-ce qui la joue Cosette maintenant? Bon, ok. 104 €, made in France, renégociation du prix des 2 précédents médicaments. Deal. Deal. Une des clauses assez fréquentes est une clause sur le volume de vente. Le prix est défini pour un volume de vente prédéfini. Et le vendeur s'engage, s'il vend plus de son médicament que le volume de vente prédéfini par l'accord, à faire une reversion d'une certaine somme à l'assurance maladie. Mais la teneur exacte des accords n'est pas publique, pas plus que les clauses sur le volume ou le montant des remises. Une fois que le prix du médicament a été défini avec le CEPS, il ne peut plus être revu à la hausse. Il peut en revanche être revu à la baisse au cours de nouvelles négociations. Voici un graphique qui vous montre l'évolution du coût global des médicaments en ville en France entre 2010 et 2017. On va oublier le petit artefact de 2014 qui est en fait lié à la rétrocession de médicaments qui étaient avant vendus à l'hôpital vers la ville. Si on oublie ce petit artefact, on voit que, globalement, le coût global des médicaments en France est stable. Mais cette stabilité est en fait la résultante de 2 tendances opposées. D'un côté, le coût unitaire des médicaments a tendance à baisser. Et d'un autre côté, le volume de vente des médicaments a tendance à monter. Autrement dit, on consomme de plus en plus de médicaments, mais ces médicaments sont de moins en moins chers. L'objectif des instances sanitaires, c'est d'avoir le système de santé le plus efficient possible au coût le plus faible possible. Alors évidemment, on peut discuter des moyens pour arriver à cet objectif. Mais en tout cas, leur objectif, c'est ça. Le système de santé le plus efficient possible au coût le plus faible possible. Et cet objectif passe, entre autres, par le fait d'avoir des médicaments utiles le moins cher possible. Des médicaments utiles. Parce qu'à la limite, que les Smarties ou les Haribo ne soient pas remboursés ou qu'ils soient très chers, c'est pas ça qui va changer l'efficience de notre système de santé. Et toutes ces gesticulations, tout ce système complexe de SMR, de CEPS, de négociation, etc., n'a en fait qu'un seul objectif, et c'est ça, obtenir les médicaments utiles au prix le moins cher possible. Alors, est-ce que ça marche? Eh ben oui, ça marche pas mal du tout. On peut critiquer beaucoup de choses dans le système de santé français, mais ça marche bien. Il y a beaucoup d'études qui sont intéressées au prix des médicaments dans les différents pays. Ces études n'ont pas été faites par les mêmes pays, elles n'ont pas les mêmes méthodologies, elles ne sont pas intéressées aux mêmes médicaments. Elles ont pourtant toutes plus ou moins la même conclusion. La France est un des pays développés où le coût des médicaments est le plus faible du monde. Le Sapinus glandulosum est un arbre originaire des vastes plaines vierges de Mongolie orientale. Ses vertus sont connues depuis des millénaires par les tribus mongoles qui consomment ses racines pour leurs propriétés médicinales. Ah non mais le Sapinus, non mais c'est vraiment trop bien ce truc. Tu sais quoi? Je crois que je vais faire une demande pour que ce soit remboursé par l'assurance maladie. Il n'y a pas de raison après tout. Les guerriers mongols en consommaient. Bon, nous avons étudié le dossier pour votre demande de remboursement du Sapinus. Et je suis désolé, mais on ne peut pas vous accorder le remboursement. Toutes ces saloperies chimiques de l'industrie pharmaceutique sont responsables de plusieurs milliers de morts par an. Alors je vois pas pourquoi est-ce que la collectivité rembourserait cela et refuserait de rembourser le Sapinus, qui est parfaitement naturel et qui a jamais fait de mal à personne. Écoutez, nous ne sommes ni pour ni contre le Sapinus. Bien au contraire. C'est parce que c'est naturel et que vous êtes des corrompus pourris par l'industrie pharmaceutique, c'est ça? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous, on serait ravis de rembourser un médicament qui serait efficace et utile pour la population. Peu importe par qui il est vendu. Mais pour ça, il nous faut des preuves solides de son efficacité. Déjà, commencez par définir de façon précise pourquoi est censé être efficace votre médicament. L'extrait de racine de Sapinus vous aide à restaurer votre énergie et à retrouver votre équilibre intérieur pour booster votre bien-être. L'énergie, c'est une grandeur physique qui caractérise la transformation d'un système. Je ne vois pas très bien ce que ça a à voir avec votre produit. Commencez d'abord par définir clairement pourquoi est-ce que votre produit est censé être efficace. Et ensuite, pour qu'un médicament soit remboursé, il nous faut des preuves. Il nous faut des études cellulaires probantes, des études animales probantes, des études humaines de phase 1 probantes, des études humaines de phase 2, et ensuite des études de phase 3 randomisées, contrôlées en double aveugle. Ensuite, on étudie l'ensemble de ces études et on définit le service médical rendu. Et seulement si ce service médical rendu est suffisant, alors on rembourse. Vous, tout ce que vous avez, c'est un vague rationnel et quelques études animales et cellulaires pas très convaincantes. Vous êtes très loin d'avoir le niveau de preuve nécessaire pour obtenir le remboursement. Faites toutes ces études, apportez-nous les résultats
et à ce moment-là seulement, on réétudiera le dossier, et si c'est probant, on vous accordera le remboursement avec grand plaisir. Et l'homéopathie alors? L'homéopathie, elle a plein de produits qui sont remboursés. Ils ont le niveau de preuve nécessaire de leur efficacité, ceux-là? Non, mais l'homéopathie, c'est différent. Ah bon, et pourquoi c'est différent? C'est différent parce que je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est différent, c'est pas moi qui fais les lois, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça. L'homéopathie, c'est différent. Bon, écoutez, pour en revenir à votre sapinus, là, sur 250 molécules qui ont un vague rationnel et des études cellulaires ou animales à peu près probantes, seulement une va avoir finalement le niveau de preuve nécessaire pour pouvoir être mise sur le marché. Vous êtes très 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 loin du compte. Alors, faites les études nécessaires, apportez-nous les preuves, et à ce moment-là seulement, on réétudiera votre dossier. Alors, ils t'ont accordé le remboursement pour le Sapinus? Non, ils ont pas voulu me le donner, non. Bah pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que c'est des pourris corrompus par le fric et l'industrie pharmaceutique qui détestent tout ce naturel et bon pour la santé. Voilà pourquoi. Tiens, je vais prendre un petit peu de sapinus, moi. Ça va me détendre.